Je l'ai déjà fait, ça marche très très bien. Ça, c'est qui va être? Pas encore. Qu'est-ce que vous attendez? Très bien. S'il vous plaît. Alors, ce chapitre 1, c'est fini. Maintenant, on va commencer un autre chapitre qui s'appelle la formation d'image, notion de stigmatisme et notion de réel et virtuel. Évidemment, en optique géométrique, quand on a fait défiler les slides le premier jour, un objectif important était de pouvoir former une image. Pourquoi on fait tout ça? Pourquoi on utilise les systèmes optiques? C'est pour former une image. Ça veut dire prendre un objet, prendre un système optique, placer tout dans un milieu et essayer de trouver l'image. Mais pour trouver l'image, nous avons besoin de représenter la lumière, comme on a dit, avec des rayons lumineux. Donc la lumière est représentée avec des rayons lumineux et je vous ai expliqué que la notion de rayon lumineux, c'est juste dans notre tête, c'est une notion théorique qui n'existe pas. Et donc les rayons lumineux vont pouvoir arriver sur un système optique. Donc le système peut être convergent, peut être divergent, etc. Et je vais avoir une image sur un écran, si l'image est réelle, et je vais pouvoir avoir une image qui n'est pas sur l'écran peut-être, mais qui est sur mon œil, dans ma rétine, et ce sera une image qui est de nature virtuelle. Maintenant, ce chapitre va s'attaquer uniquement à ce qui est la notion de réel et de virtuel, comment on différencie entre les deux, quels sont les aspects, comment ces images peuvent se présenter, et avec quoi on représente une image. La chose la plus simple et que vous connaissez, c'est la notion de lentille. Vous connaissez les lentilles. Alors, si vous prenez une lentille de ce type, et vous prenez bien évidemment son axe et son centre, vous avez le choix ici est fait sur une lentille convergente, et pour vous rapprocher de la chose correctement, ça vous le connaissez sous forme de sous-symbole. C'est une lentille convergente, et ça c'est une lentille qui est divergente. Donc, prenons ce cas-là. Donc, une lentille possède un centre, un indice de réfraction, possède aussi, et c'est très important, ce qu'on appelle des foyers. Donc, un foyer objet, si la lentille est convergente, le foyer objet est réel, et le foyer image est aussi réel, il se trouve à la même distance. Alors, la notion de F, ça c'est le dernier chapitre, c'est notre chapitre 5, mais ça vous le connaissez parce que je sais que dans vos programmes de lycée, vous avez déjà, ou de collège, vous avez fait les lentilles. Alors ça s'écrit OF, et la distance focale image, ça s'écrit OF. Différencions entre deux choses. Le point focal objet, le point focal image, le centre, l'axe principal, c'est un axe de révolution parce que c'est une symétrie, parce que la lentille qu'on étudie, c'est une lentille convergente qui peut être de type biconvexe. Et vous avez donc un premier dioptre qui est comme ça, et vous avez un second dioptre, et vous allez coller les deux dioptres en ayant un même centre, et vous fabriquez ce qu'on appelle une lentille convergente. Ce qu'on vous enseigne au collège, me semble que c'est le programme de 9e, c'est ça. On vous dit la lentille convergente, c'est ça. Ça, c'est mieux qu'une représentation géométrique. La vraie vérité, la lentille, c'est ça. Donc, si vous touchez, vous avez cette surface qui est sphérique et vous avez cette surface qui peut être sphérique. Donc, là, c'est une lentille qui est biconvexe, biconcave, parce que la lentille, elle est divergente. Et moi, j'ai une myopie. Alors, la lentille que j'ai tracée ici, c'est pour les hypermétropes et ça s'appelle une lentille biconvexe. Ça veut dire que les deux faces sont convexes. Et là, c'est plutôt les deux faces sont concaves. Est-ce que c'est clair? Bien. Alors, peu importe, ça on va y arriver le dernier chapitre. Mais quand je prends un objet qui est comme ça, AB, et je vais envoyer un rayon lumineux, tous les rayons qui arrivent de l'infini, on appelle des rayons lumineux parallèles à l'axe principal. Retenez ça, un rayon qui arrive parallèle à l'axe principal, c'est un rayon qui semble venir de l'infini. L'infini pour l'optique, ce n'est pas Casablanca par rapport à Marrakech, non, c'est juste 2 mètres.
Les choses que je vous transmets, c'est des choses de fond. Ne croyez pas que l'infini pour l'optique, c'est très loin. L'infini pour nous, c'est juste à quelques mètres. C'est ça notre infini. Parce qu'on travaille avec des éléments petits. Donc je prends un rayon lumineux et en principe, puisque la lentille est divergente, est convergente, pardon, donc il va converger vers le point F. Je sais que ça, vous le savez, parce que quand vous prenez un rayon comme ça, il va passer par l'axe principal, ce point s'appelle F. Mais un rayon, est-ce qu'il est capable de me trouver l'image? Non. J'ai besoin d'un deuxième rayon. Je ne cherche pas à trouver les rayons les plus compliqués. Quand je suis apprenti, j'apprends, je suis en train d'apprendre. Je vais chercher des rayons qui sont les plus simples. Les rayons les plus simples en optique géométrique, ce sont les rayons qui passent par des invariants. Les invariants, ce sont les points où la lumière ne va pas changer de direction. D'accord? Par exemple, quand j'étais en surface plane, le rayon qui arrive à incidence normale, il va percer sans changer de direction parce que l'angle I égale 0, l'angle I2 égale à 0. Et bien ici, vous savez que le rayon qui passe par le centre, c'est un rayon qui ne change pas de direction, oui ou non? Alors, il se croise ici. Donc, le point objet que j'ai, c'est la tête de la flèche. Et les deux rayons, bien évidemment, obligés de mettre les flèches, sinon ça n'a aucun sens. Et ils vont se croiser en ce point. Donc, pour le moment, je n'ai tracé que l'image de B à travers cette lentille. Et je vais l'appeler B'. Mais comment je fais pour le reste? Moi, je veux un objet. Je ne veux pas un point. En fait, l'objet, c'est un objet, c'est une source lumineuse qui est étendue. Je vais vous dire, par exemple, vous prenez ce stylo. Je pose la question à tout le monde. Est-ce que vous le voyez? Vous pouvez même dire sa couleur. Sa couleur est rouge. Donc, tous les étudiants assis sur cet amphithéâtre arrivent à le voir, à le percevoir, à le sentir dans leurs yeux. Qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est un objet. C'est un objet que je tiens. Donc c'est un objet qui est de nature très bien. C'est un objet qui est de nature réelle. Ce que je sens dans mon œil, pas forcément quelque chose de réel. Et je vais vous faire l'expérience. D'accord? Je vais encore demander tout à l'heure une bouteille d'eau pour le faire. Alors, très bien. Puisque c'est un objet, il commence d'ici à ici. Mais est-ce que c'est une source de lumière? Eh bien, vous vous trompez. Parce que et ça on l'a fait tout au début, comment on arrive à voir les objets et se voir mutuellement? Comment cette opération, il faut vraiment maîtriser ça. On arrive à se voir les uns et les autres grâce à quoi? Grâce à la lumière. Ça veut dire grâce à la lumière qui existe dans tout l'univers, qui arrive taper sur un objet et qui est réfléchi vers les yeux. Ce n'est pas une source lumineuse principale, mais ça peut être une source lumineuse qui est secondaire, parce que toute la lumière qui arrive de cette entrée, des ampoules, de partout, tape ici et sera réfléchie vers les yeux. Et c'est ça qui vous donne la sensation et la forme de ce stylo qui est pointu ici, plus épais ici, plus long, etc. Est-ce que vous comprenez? Et même la sensation de couleur. Donc, ça réfléchit la lumière. Donc pour vous, c'est un objet qui est éclairé. D'accord? C'est un objet qui est éclairé. Eh bien, puisque c'est un objet éclairé, je suppose que c'est l'objet que j'ai ici. Et je prends ce point, et à travers une lentille, j'ai trouvé ce point. Moi, ça m'intéresse tout au long de ce point. Eh bien, c'est un segment, et un segment est formé de points. Eh bien, je vais faire la même chose pour ce point, et ce point, et ce point, et ce point. Mais je ne vais pas m'amuser à le faire, je vais le faire pour le point extrême. Et une fois que j'ai trouvé les deux bouts, je vais rajouter la tête, le pied, et j'ai mon image. Est-ce que c'est clair? Bien. Alors, en optique géométrique aussi, on ne peut pas tout faire le cours de 6 heures, on parle de conditions d'aplanétisme. Pour que ça soit vrai, il faut que l'objet soit petit, plan et perpendiculaire à l'axe principal. Et je vais encore rajouter tout ce qui est approximation de Gauss dans ce chapitre. Donc les conditions d'approximation de Gauss sont aussi liées aux rayons qui sont incidents, qui sont liés à la nature du système. Il ne faut pas que je prenne un système très grand. Plus je prends le système plus petit, plus je réduis les erreurs, parce qu'il y a énormément d'erreurs dues au système optique eux-mêmes.
Donc si je prends ce rayon qui est là, et bien, si je prends l'autre et l'autre et l'autre, et bien, je vais prendre un rayon qui passe par le centre, et dans ce cas, je croche ce point. Alors si je veux tracer le point ici, je n'ai qu'à prendre, je vais le faire en rouge, le rayon qui part ici. Est-ce que le rayon qui part ici va être dévié? Non, parce qu'il passe par le centre, et le centre pour moi c'est un invariant. Donc ce rayon qui passe par ici n'est pas dévié, mais où je trouverai l'image? C'est ça ma question. Et je pourrais trouver ce rayon, ce rayon, ce rayon, ce rayon. Mais je sais que dans cette condition d'apnalétisme, j'ai un objet qui est plan et qui est perpendiculaire à l'axe principal, c'est mon choix. Je sais que l'image ici qui va sortir va être pareille, c'est-à-dire sur le plan, parce que la loi de Descartes est vérifiée quand j'ai la correspondance point à point et que j'ai les rayons incidents, les rayons réfractés et la normale, le même plan d'incidence. Et bien donc je suis sûr que l'image que je vais obtenir va être aussi perpendiculaire à l'axe principal. Donc vous voyez comment je travaille. Donc c'est plus simple pour déterminer la pointe image de ce point. Donc ça va être comme ça. Et quand je suis comme ça et que j'ai le point qui est là, ben la correspondance de ce point va être l'intersection qui est A'. Et donc j'ai fabriqué mon image A'. Cette image que j'ai fabriquée, elle est facilement représentée sur ce qu'on appelle un écran. Donc si je mets un écran, je vais voir cette image qui est représentée sur l'écran, et donc je peux dire que c'est une image qui est de nature. Sur un écran, je peux présenter l'image, donc c'est une image qui est réelle. Est-ce que vous avez déjà vu l'expérience d'une bougie et une lentille, et de l'autre côté, vous avez la bougie qui est inversée? C'est comme pour l'appareil photo, d'accord? Donc les images qui sortent des images réelles, mais dans l'autre sens. D'accord? Alors, ce qu'on appelle la boîte obscure. Cette notion me permet de former une image à partir de cet objet. Donc l'objet est de nature réelle, l'image est de nature virtuelle. L'objet, il est plus petit que l'image, vous le voyez. Donc tout ça, ça rentre dans le cadre de ce chapitre. D'accord? Donc objet réel, système optique, écran, image réelle et inversée. Donc puisque l'objet est dans un sens et l'image dans l'autre sens, nous allons définir un nouveau paramètre qui s'appelle le grandissement. Gamma. Alors ce gamma, par définition, c'est la valeur algébrique A'B' sur AB. Et dans ce cas, si vous prenez A'B', elle est orientée vers le bas, ça va être négatif. Mais valeur algébrique sur AB, c'est positif, donc le résultat il sera négatif. Puisque A'B' est plus grand que AB, eh ben ça va être quelque chose comme peut-être moins 1,5, moins 1,2. Ça va être plus grand parce que l'image elle est plus grande et c'est orienté vers le bas. Donc on appellera AB l'objet droit, l'objet droit, et l'image, c'est une image qui n'est pas à droite, c'est une image qui est inversée dans l'autre sens. On peut dire renversée aussi. Donc on dira que objet droit et image A'B' inversée. Donc, dans ce chapitre, on étudie la nature de l'objet, la nature de l'image, on étudie le grandissement qui est gamma, mais aussi nous allons introduire une autre notion de ce qu'on appelle le grossissement. Et c'est plutôt angulaire. Là, ça s'appelle le grandissement linéaire et G s'appelle le grossissement, c'est plutôt angulaire. Alors, ce grossissement, on peut le définir comme étant G égale alpha prime sur alpha. C'est plutôt l'angle, ça s'appelle l'angle sous lequel je vois l'image A'B'. Et ça, c'est l'angle sur lequel je vois l'objet. Ça s'appelle G. Donc ici, on va juste introduire le gamma, parce que je sais que mon image, elle est plein perpendiculaire placée par rapport à l'axe principal, et mon objet, pardon, et mon image, elle est aussi perpendiculaire, plein placée par rapport à l'image. Cette partie-là ne figure pas dans le chapitre 2. Dans votre polycopier, vous allez le trouver à la fin, vers les lentilles. Bien sûr, c'est exactement ça. Mais de toute façon, on est en train d'étudier la formation d'image, et c'est bien
que vous puissiez faire la différence entre la notion de réel et de vertueux. Maintenant, je vais vous demander, est-ce que quelqu'un a une bouteille d'eau? Une bouteille. Extraordinaire. Parfait. Bien. Regardez ça. Donc nous avons pris une bouteille sous forme d'un verre cylindrique dans lequel on a mis de l'eau. Et donc on a fabriqué une lentille cylindrique. D'accord? Si on avait une forme sphérique, cylindrique c'est australien, c'est ça? Pas bien. Alors, pas de souci. Je vais juste demander à un volontaire, quelqu'un. Ça c'est quoi? Là, je sais. Parlez-moi en termes d'optique. Ça c'est quoi? Très bien, voilà, on est dans l'optique. Ça c'est quoi? Magoluliche, c'est un verre rempli d'eau. Non, c'est quoi? Magoluliche, c'est une surface. Non. Merci beaucoup, mademoiselle. C'est un système optique. Entre l'objet et ici, qu'est-ce qu'il y a? Le milieu. Et entre ça et ça, le milieu. Et puisqu'il y a de l'eau, c'est un indice de réfraction de 4 tiers de 1,33. Clair. Donc, on a l'optique, on a le système optique, on a le WhatsApp, tout le milieu, et on a le monsieur qui est... Comment on va l'appeler? Non, quand je dis le monsieur, c'est ses yeux. Parce que qui permet... grâce à quoi on arrive à se voir et discuter ça? Grâce aux détecteurs qui sont les yeux. C'est ça, les écrans. L'image va être déposée dans ton cerveau. Tu arrives à me parler et me voir parce que l'image qui se forme de moi dans tes yeux va dans la rétine, dans le cerveau. Donc, il a le capteur, c'est l'écran. Moi, j'ai le système et l'objet. Alors, je vais dire, est-ce que vous voyez quelque chose? C'est un morceau de craie qui est objet. Vous voyez la taille ou pas? Elle fait cette taille, elle fait 4 cm par exemple. Je lui demande tout simplement, et là, j'ai besoin de mettre peut-être plus de lumière. Là. Maintenant, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? La craie. Et maintenant, comment il est? Tu m'as vous dites grand, vous ne voyez même pas. Voilà. Donc il devient plus grand, plus large. Ok. Si j'enlève ça, est-ce qu'il est plus grand, plus large? D'accord. Ça c'est l'objet réel. Et ce que vous voyez là, c'est quoi? C'est chez l'objet virtuel. Ça doit être l'image qui est de nature. Est-ce que tu peux la toucher? Non, tu ne peux pas la toucher. Donc l'image se fait dans la tête, dans le cerveau, et vous ne pouvez pas la toucher. Alors qu'un objet qui est réel, qui se projette sur un écran comme ça, elle est de nature image réelle. Merci beaucoup. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est purement une image qui se fait dans notre imagination, dans notre cerveau, qui n'est pas réelle, qui est virtuelle. Et ça, grâce à cette lentille, pour une raison simple, j'ai placé un objet justement entre le centre de la lentille et la focale. Alors c'est la même chose que l'expérience, que le cas que je vais présenter ici. Je vais faire la même chose, mais avec ce coup. Je prends un axe, je prends une lentille convergente, je prends F, je prends F' et je prends le centre. Imaginons que je prends un objet qui est là. Je cherche son image. On va le faire tous. Donc je prends le rayon qui arrive de l'infini, le rayon parallèle, on l'appelle qui arrive de l'infini. Il est le rayon parallèle à l'axe principal. Il va passer par F'. Je prends le rayon qui part par O, qui n'est pas dévié, mais je ne risque pas de les faire croiser ici, parce que j'ai besoin de l'intersection des deux rayons. Le premier, il est parallèle, il passe par F', parce que la lentille, elle est convergente, et le deuxième, il passe par le centre. Mais comme il ne se croise pas ici, eh bien, je vais essayer de trouver le prolongement qui est là. Ça veut dire que je vais essayer de prolonger ce rayon, je vais essayer de prolonger ce rayon, ils vont se croiser sur ce point. Et bien ce point, c'est l'image de B. Et puisque dans les conditions d'aplanicisme objet-plan perpendiculaire à l'axe principal, je n'ai qu'à faire la projection orthogonale et j'ai l'image A', B'. Regardez le paradoxe. Tout à l'heure, on a fabriqué une image inversée avec un gamma négatif et ici, vous avez gamma
vous avez l'objet âpre et l'image âpre, donc droit. Et donc si vous divisez valeur algébrique positive, vous allez avoir. Donc on dit que l'objet est réel et l'image est virtuelle. C'est exactement ce que le monsieur est passé nous faire ici. Vous voyez la différence entre les deux. Donc constamment, dans ce qui va venir, dans les miroirs, dans les dioptres, dans les lentilles, la loupe, le microscope pour le reste de ce semestre, c'est forcément des situations qui sont similaires, plus ou moins compliquées, auxquelles on va rajouter des équations et auxquelles vous allez faire face pour trouver des solutions. Donc c'est juste pour avoir une idée de ce qui est notion réelle et ce qui est virtuel. Alors nous allons convenir, après ça, de dire que quand on a un point source A qui donne des rayons qui sont divergents, eh bien désolé, vous allez supposer, pas supposer, vous allez prendre comme définition que le point A c'est un objet réel. Et pour le définir, on va dire que tout objet qui donne des rayons divergents n'est autre qu'un objet réel. Par exemple, ce morceau de verre où toute la lumière est réfléchie vers vous, c'est une source secondaire parce qu'il donne les rayons de manière divergente. Je ne peux pas utiliser le téléphone parce qu'il enregistre, mais si vous avez un téléphone avec une torche, vous allez voir la différence entre ça et une source laser que je vais vous présenter par exemple. Merci beaucoup. Regardez ça. Si je demande à tous les étudiants qu'est-ce qu'ils voient, ben les étudiants vont voir une source ponctuelle. C'est exactement comme ici. C'est-à-dire, si je demande aux étudiants qui sont sur le côté droit de tracer sur une feuille entre ce point et leur position, eh ben je vais avoir un rayon, un autre, et je vais avoir quelque chose comme ça. Si je demande aux étudiants qui sont en face de faire la même chose, je vais avoir plusieurs rayons. Si je demande aux étudiants qui sont là, sans que je tourne, comme ça, ils vont tracer plusieurs. Et c'est comme un point où sortent plusieurs rayons qui sont divergents. La nature de cette source, c'est une source qui est divergente. Et les ondes qui sont émises sont des ondes qui sont sphériques. Ça a été expliqué dans le chapitre 1, il y a une semaine. Ok, samedi dernier. 2. Merci beaucoup. Si je ferme ça et je prends la source laser, qui est là. Bon, je peux faire ce que je veux, mais vous n'allez rien voir ici. Ok? Donc, je peux le projeter sur le mur et vous allez voir l'impact qui se trouve de l'autre côté. Parce que la source qui sort, ce n'est pas une source qui d'onde divergente, mais c'est plutôt de la lumière qui se dirige de manière parallèle. Pas très focalisée, mais on va dire que si on veut la voir, et si je mets un peu de craie, bah, il faut que... On a déjà fait cette expérience. Si je tape comme ça, vous allez voir, et ça va être vraiment quelque chose qui fait des ondes qui sont, des surfaces planes qui sont parallèles. Et donc la nature de cette propagation de lumière, elle est toujours rectiligne, aussi bien que le soleil, aussi bien que la source que le monsieur nous a donnée. Mais ce n'est pas le fait d'être parallèle qui m'intéresse uniquement, mais c'est la manière que les surfaces d'onde commencent à se propager. D'être divergentes, là, parallèle. Donc là, vous voyez la complexité de la chose, et ce qui nous intéresse, nous, c'est dire que finalement, un objet réel, c'est un objet qui émet de cette manière. Maintenant, une image réelle, c'est un point qui s'appelle après, si vous voulez, mais tous les rayons vont converger vers ce point. Et quand il y a ça s'appelle une image qui est réelle. Alors, ce que je dis, vous pouvez le tester rapidement. Je bascule vers cet exemple. S'il vous plaît. Si vous n'avez pas compris, dites-moi ce que vous n'avez pas compris, je peux reprendre. Regardez cet objet. C'est ce point objet B. Les rayons, est-ce qu'ils sortent ou là ils entrent? Ils sortent. Donc c'est un objet qui est réel. Le point qui est là, est-ce que les rayons qui jibni ou là qui est? Donc ça veut dire que c'est une image réelle. Comment en vertu? C'est une image réelle. Ok, donc j'ai dit que tous les rayons qui sortent d'un point, c'est réel, et tous les rayons qui entrent vers le point, c'est une image réelle. Mais quand je dis qui entre, mâché en pointillé, en trait plein. Bien, maintenant je veux comprendre, tout ce que je vous dis, il existe ici. Page 29, 28, 30. Alors, le polycop, très très bien expliqué.
ما فيها باس je donne les polycopes bon bien réel vous le comprenez c'est virtuel ou il y a un problème maintenant c'est quoi un objet virtuel ou la plus simple c'est quoi une image virtuelle c'est une image que je ne peux pas projeter sur un écran c'est une image que je ne peux pas toucher et c'est une image qui se forme dans ma rétine. Ça, c'est la définition qu'on peut comprendre, qu'on peut prendre. D'accord? Mais en termes de représentation, une image A', elle est virtuelle et on va voir ici les rayons qui partent comme ça. C'est ça une image virtuelle. Regardez, faites la comparaison avec le schéma que vous avez là. Est-ce que c'est clair? Donc c'est ça une image virtuelle. C'est une image d'où semblent sortir les rayons. C'est l'inverse de l'objet, mais en virtuel. Et vous regardez-vous le polycopier. Deux, un objet qui est virtuel. A. Ça c'est A'. C'est l'inverse de ça. Il fait le rôle comme une image où les rayons arrivent, mais ça ne vient pas réellement, ça semble venir vers lui. Est-ce que c'est clair? Ça, 1, 2, 3, 4, il faut que ce soit ancré dans votre tête pour définir ce que c'est réel et ce que c'est virtuel. Ce qui n'a pas compris, je peux répéter. Ok? Je vais le faire. Je peux boire maintenant. Doucement. On va aller doucement. Bien. Je dois définir en représentation ce que c'est un objet réel, un objet virtuel, une image réelle, une image virtuelle. Vous connaissez les lentilles, c'est le cas le plus simple pour introduire quelque chose. J'ai utilisé la lentille et j'ai utilisé la lentille convergente. La lentille convergente qui est là, que vous connaissez sous ce symbole-là, quand un rayon arrive, passe par F', le rayon qui passe par O ne change pas de direction, parce que le centre c'est un invariant. Et donc ce point est un objet. C'est un objet où sortent les rayons. Donc si c'est un objet où sortent les rayons, j'ai donné l'exemple du portable de votre camarade, la lumière va dans tous les sens, c'est un objet. J'ai même dit que ce laser, si vous le voyez, c'est que toute la lumière arrive et elle réfléchit vers les yeux, donc c'est un objet réel. Et regardez, je peux le toucher. Oui ou non? Ce n'est pas une source, ce n'est pas la lune, ce n'est pas le soleil, ce n'est pas une bougie, ce n'est qu'une réflexion de la lumière. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à se voir et à voir les objets dans tout ce qui bouge. Parce que la lumière est réfléchie. On a fait l'expérience du laser, j'ai envoyé le laser sur le mur, et quand j'ai éteint les lumières et j'ai mis la poudre de la crête, la poussière de crête, vous avez vu le laser. Ça veut dire, c'est pas parce qu'on a éteint la lumière, c'est parce que le laser va intercepter des grains de poussière, et ces grains vont réfléchir la lumière vers les yeux de chacun de nous. Ça veut dire, l'amalia d'observation, ça se fait de cette manière. C'est général. Et si vous arrivez à voir ça, c'est que vous voyez la réflexion de lumière. Et les réflexions sur tout le bord, ici et ici, vous allez voir que ça c'est courbé, sphérique, etc. Donc heureusement, parce que la lumière se propage de manière rectiligne. Sinon, c'est pas possible. Alors, pour la propagation de la lumière, on a fait plusieurs exemples. Le soleil qui entre de la fenêtre, l'ombre de quelqu'un. D'accord? On reproduit le design, on reproduit exactement les choses. Donc on dit que même le soleil, qui va dans tous les sens, qui est très puissant, eh ben, il va donner de la lumière qui est rectiligne. Même le laser, même la source de votre camarade, etc. Même une flamme, le feu, et ainsi de suite. L'éclairage artificiel, les ampoules, le néon, les projecteurs, tout ça c'est la même chose. La lumière se propage toujours de manière rectiligne.
La nature de la source qui est émise, c'est différent. Ça dépend comment je fabrique cette lumière. Est-ce que c'est des surfaces d'onde qui sont sphériques ou est-ce que c'est des surfaces d'onde qui sont parallèles? Et je donne le cas entre le laser et la source. Bien, on ne fait pas de cours sur la lumière d'objets physiques, mais on fait juste de la description macro de la lumière. Mais c'est important. Donc vous avez compris que ça, c'est un objet réel. Maintenant, si je regarde l'image qui est formée sur un écran, qui est réel, qui est projeté, eh bien la lumière entre. Ça veut dire la lumière entre. Donc ce point, c'est un point image réel. Donc je vais définir un point image réel comme étant après où la lumière entre. Est-ce que c'est compliqué de retenir ça? Quand vous faites la construction avec la règle, le curve, etc., dans vos copies de contrôle, eh bien, on va voir si la lumière est donc vers le point A ou là sort du point A. Si elle vient, c'est une image. Si elle sort, c'est un objet. Oui ou non? À la limite, ce niveau de compréhension est simple. On va passer aux choses un peu plus compliquées qui sont les images et les objets virtuels. D'accord. Je prends cet exemple. Je vous fais des démonstrations par expérience. Comme ça, vous allez suivre. J'ai pris une lentille, un axe, les foyers, j'ai pris un objet. Mais cette fois, volontairement, j'ai pris un objet entre O et F. Et quand j'ai construit, j'ai obtenu une image virtuelle. Ça, c'est chapitre 5 toujours, ça s'appelle une loupe. Une loupe. Ça s'appelle une loupe, la loupe, avec l'objet qu'on utilise pour agrandir des trucs. Une loupe. Vous pouvez utiliser en géologie pour les cartes, etc. Bien. Regardez comment se fait l'image de B ici. Les rayons se croisent ici, mais virtuellement. Il n'y a rien qui va dans ce sens. Ça va dans l'autre sens. Donc si je prends A' comme image, je l'ai appelé A' parce que dans le schéma c'est B', ça c'est B'. Est-ce que ce que j'ai fait là ressemble à ça? Oui, parce que au lieu que ça soit B', j'ai appelé ça A' parce que j'ai pas cherché l'image de A', je l'ai construite par transposition, mais l'image de B' c'est ça. Donc j'ai appelé ça A'. Donc l'image virtuelle, c'est une image qui semble donner des rayons. C'est la même chose que l'objet, mais pas, le trait n'est pas plein. Le trait n'est pas plein. Qui est comme ça. C'est ça une image. Elle prend le rôle de l'objet, mais dans l'autre sens. Est-ce que c'est clair? Maintenant, je prends un objet qui est virtuel. Alors, un objet qui est virtuel, pour l'expliquer, je vais faire la chose suivante. On va construire une image sur un miroir plan pour pouvoir expliquer ce que c'est qu'un objet virtuel. Je prends une lumière qui arrive comme ça. On est dans la loi de Descartes, réflexion plate. Réflexion totale, machine interne. Ok? Et je vais prendre un rayon comme ça. Essayez de suivre cet exemple pour comprendre. Alors, ça, c'est un miroir plan. Miroir d'une salle de bain. Et ça, c'est une lumière. C'est un faisceau de lumière qui est comme ça. Je veux tracer l'image. Donc, la lumière arrive comme ça. Et va rencontrer cette surface et on va appliquer la loi de Descartes. C'est toujours la loi de Descartes. Alors, je trouve, par exemple, le point A, le point K, le point H, si vous voulez. Alors, comment se fait la réflexion sur le mur? Je prends au point I, je prends ma normale, et puisque c'est un miroir, eh bien, il sera réfléchi comme ça. Oui ou non? Il n'y a rien. La lumière ne peut pas passer parce que c'est un miroir plan. Est-ce que c'est clair? Donc l'angle qui est là, moins cet angle, est ici. Le premier. Celui-là qui est là,
il est incident, il sera réfléchi sur lui-même parce que I égale à 0, moins I égale à moins 0, donc il va réfléchir sur lui-même. Et il va sortir comme ça. Et fin qu'éclata, il se croise en ce point. Donc, regardez ça, et regardez ça. Les deux rayons arrivent vers ce point. Donc ce point qui s'appelle A, ça va être quoi? Suivez la définition. Réel, objet, image, c'est quoi? Ça va être un objet. Regardez, les rayons, ils viennent vers A. Les rayons, pardon, ils viennent vers A. C'est une image. Donc c'est une image qui est... Maintenant vous avez compris. C'est exactement la même chose. Mais où se trouve l'objet dans cet exemple? Est-ce que je l'ai? Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque ici, la lumière arrive de l'infini, me forme une image. Mais il n'y a pas de feu, il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas d'image sans objet, impossible. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez que le rayon qui va dans ce sens, il est là. Le rayon qui va dans ce sens, il est là. C'est que virtuel. Je se croise ici et je vais former. Ça c'est A'. Ça c'est A' et ça c'est A. Donc A c'est quoi? C'est... Bon, l'image elle est réelle, mais ça c'est quoi? L'objet. À votre avis, ce qu'il est réel? Il est virtuel. Donc comment je peux compléter ici, si vous avez compris? Regardez, les rayons. C'est comme si c'est l'image, mais c'est virtuel. Les rayons, ils entrent et ils continuent en point virtuel. Ça veut dire, si ça c'est un objet virtuel, et ça c'est un objet, c'est une image réelle, et ça c'est un miroir. Ça c'est le chapitre que je vais faire dans 5 minutes, tout de suite. C'est le chapitre 3, parce que le deuxième c'est fini. Le deuxième c'est juste comprendre ça. Okay. Alors, les rayons arrivent vers ce point, c'est une image réelle. Les rayons semblent venir vers le point, c'est un objet virtuel. Donc là, objet virtuel. Là, image virtuelle. Objet réel et image réelle. C'est pas trop compliqué si vous le faites doucement. Et faites-le sur la base d'expérience. Le schéma qu'on a fait ici, c'est un schéma de ce qu'on appelle la réflexion plane. La réflexion plane et le système optique, ça s'appelle un miroir plan. Donc, l'image que j'ai fabriquée, elle est réelle sur un objet qui est projeté dans l'espace virtuel. Et donc, objet réel, image réelle, image virtuelle et objet réel. Alors, ce qui reste dans ce chapitre, dans les 5 minutes, c'est tout simplement les conditions d'approximation de Gauss. Alors, en optique géométrique, comme beaucoup de matières en physique, on fait beaucoup d'approximations. Et on utilise les mathématiques pour trouver des solutions à des problèmes de physique. Et dans ce cas, on étudie des systèmes optiques qui sont basés essentiellement sur des verres, des lentilles, des lames à face parallèle, des prismes, des systèmes optiques compliqués, des loupes, des microscopes, etc. Mais à chaque fois, pour trouver les solutions à ce que je suis en train de faire, utiliser les équations mathématiques, je suis obligé de faire ce qu'on appelle des approximations. Et pour réduire les effets des erreurs qui peuvent être générées, je vais introduire, sans trop détailler, la notion de ce qu'on appelle les approximations de Gauss, qu'il faut connaître. Quand j'étudie un système optique tel que les lentilles, ou bien l'œil humain, ou bien une loupe, un microscope, un vidéoprojecteur, un rétroprojecteur,
un périscope, un télescope, des lunettes astronomiques, obligé de supposer ces conditions de Gauss. Et des conditions de Gauss, je vais donner des trois principales caractéristiques. Donc, conditions d'approximation de Gauss. Alors, les conditions d'approximation de Gauss, au fait, on peut les définir de deux ou trois points. On va dire que c'est trois. Je dois considérer l'objet petit plan perpendiculaire à l'axe principal. Donc l'objet que je vais choisir avec petit plan et perpendiculaire à l'axe principal. Donc dans tous les systèmes, dans la partie d'optique que vous avez dans votre programme, on n'imagine pas vous donner un exercice à faire en dehors des conditions de Gauss. Parce que si je n'utilise pas les approximations, je ne peux pas dire que, par exemple, le cosinus de I est égal à 1. Et j'ai besoin de ça dans les formules. Je ne peux pas dire que sinus de I est approximativement égal à I. Et évidemment, tangente est égal à I. Donc je fais ces approximations pour justement profiter du fait que le cosinus d'un angle petit peut être équivalent à 1. Dans mes formules, je vais trouver des cosinus au carré, cosinus à la puissance 4, et je vais devoir faire ces approximations. Et dans ce cas, mes relations deviennent très simples. Donc toutes les relations qu'on va établir cette année, les 8 relations, Coulomb basées sur les approximations des conditions de Gauss. Gauss est un physicien très connu, évidemment. Alors, je considère que les angles sont petits. Quand je prends par exemple un objet et un système optique, je ne vais pas choisir des angles très grands, je vais choisir des angles petits. Si les angles sont petits, je peux utiliser l'approximation cosinus égale à 1 et le sinus égale à lui-même. Quand l'angle est petit, faites calculer le cosinus de 0,1, vous allez trouver 0,99999. D'accord? Calculez l'angle, le cosinus de 1 degré, vous allez trouver 0,9993. Calculez, donc quand vous avez l'angle petit, son cosinus est pratiquement égal à 1. Donc on ferme les yeux et on fait ça. Quand vous allez calculer le sinus de, s'il vous plaît, de 1 degré, vous allez trouver presque la valeur de 2. Donc ça veut dire, quand l'angle est petit, son sinus est lui-même. Quand l'angle est petit, eh ben, son cosinus est égal à 1. Donc, les angles d'incidence, les angles d'incidence, les angles de réflexion, les angles de réfraction, quand les angles sont petits, on fait cette approximation. En principe, que vous connaissez bien. Vous connaissez ça en bas. Et même en bas, hein, il me semble. 2. Donc, on dit les angles sont petits. Alors, les angles sont petits, on peut les transformer, et vous pouvez les trouver dans les livres, ou les polycopier. C'est ce qu'on appelle les rayons par action. Prenez le mot, rayons par action. Les rayons par action. Ça veut dire, quand j'ai un système optique, j'ai mon laser qui est là. Je ne vais pas choisir des angles qui sont comme ça. Je choisis le maximum d'angles qui est presque parallèle à l'axe. C'est pour justement trouver des angles petits. Une fois les angles petits, je peux faire mon approximation. On appelle ça des rayons par action. Troisième condition, aussi importante, je ne prends pas des systèmes optiques bas, je prends des systèmes optiques avec une petite ouverture. Donc, système optique à faible ouverture. Par exemple, je vais étudier, juste un exemple, je vais étudier un diode sphérique. Un diode sphérique, c'est une surface sphérique qui sépare deux milieux homogènes, transparents, d'indices différents. Et qui a un sommet, qui a un centre, un axe principal. Et toujours, au lieu que j'utilise N1, N2
comme ça, au lieu que la surface soit plane, ici la surface d'attaque elle est plane, et ici la surface d'attaque elle est sphérique. La configuration que j'ai ici, c'est un diode sphérique qui est convexe. Et je peux avoir la configuration sphérique de type concave. Le centre, le sommet est 1 et ainsi. Le sens positif, c'est toujours la gauche vers la droite. Ça, c'est un diode plan, ça, c'est un diode convexe, sphérique, ça, c'est un diode sphérique qui est concave. On n'a pas, il n'y a que ces trois, on n'a pas 10 000, il n'y a que ces. Et chaque système a une relation de conjugaison que je vais vous donner dans le chapitre 4. Bien. On est encore dans le chapitre 2. Alors, si je respecte les trois, je vais devoir voir que le système optique, il est à faible ouverture. Faible ouverture, pourquoi? S'il vous plaît. Il suffit juste de comprendre et de voir, juste de se concentrer un peu, vous allez comprendre. Quand je prends, s'il vous plaît, quand je prends un rayon lumineux qui arrive vers le point qui est là, I, vous n'avez aucun problème. Tous les étudiants vont me dire, monsieur, eh ben, s'il traverse, ça dépend de n, s'approcher, s'éloigner, c'est les lois de Descartes. Si la surface réfléchit, il va revenir. Si je suis dans les conditions de réfraction limite, il a un comportement. Si je suis dans la réflexion totale et j'ai dépassé l'angle limite, il va revenir. Hachi, c'est fait, pour ne pas le répéter. Le problème, c'est les surfaces sphériques. Les surfaces sphériques, ils ont une particularité, c'est de posséder ce qu'on appelle un centre. Et ce centre de symétrie, je pense que vous l'appelez mihwar tamathul. Je pense. Est-ce que c'est ça? Je ne suis pas très sûr. Alors, c'est ce centre de symétrie. Et bien, c'est ce que je dis, c'est un invariant. Le centre de symétrie, le rayon ça, c'est comme ici, comme je passe comme ça. Est-ce qu'il est dévié? Parce que je rentre avec i égale à 0, je sors avec i prime, et 1, i 2, i prime ou là. Eh bien, c'est la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quoi cette droite qui est là? Ça s'appelle une normale. Ça s'appelle une normale. Eh bien, ici, toutes les droites qui sont perpendiculaires au plan, ça s'appelle des normales. Mais pour les sphères, toutes les droites qui passent par le centre. Donc il y a une infinité de droites qui s'appellent des normales. Et ce sont des invariants. Donc le rayon qui descend ici, on l'appelle le rayon à incidence normale. Clair? Bien. Alors, maintenant, quel rapport avec le système à faible ouverture? Regardez ce qui va se passer quand je vais prendre un rayon, un point objet qui est là, suivez ça s'il vous plaît, il va donner un rayon lumineux comme ça. Il arrive au point B. J'utilise la loi de Descartes parce que c'est ma clé. Alors, je trace en ce point B la normale. Où se trouve l'angle d'incidence? Pour ne pas faire passer quelqu'un, je vois que c'est un peu compliqué, où se trouve l'angle d'incidence? Pour répondre à cette question, je sais que dans le chapitre 1, on m'a appris que l'angle d'incidence, c'est l'angle coincé entre la normale et le rayon incident. C'est quoi? C'est où ici? Le rayon incident et la normale. Donc ça s'appelle I1. Oui ou non? Bien sûr que oui. C'est pas, je ne vous fais pas dire ça, mais c'est comme ça. Alors, où se trouve l'angle de réfraction? Parce que la lumière arrive, passe d'un milieu d'indice N1 vers un milieu d'indice N2, on va supposer que N1 est supérieur à N2, c'est-à-dire ce milieu est plus fort que ce milieu, et dans ce cas, est-ce qu'il va s'approcher ou va s'éloigner de la normale? Puisque le premier, comme N2, il va s'éloigner de la normale. Oui ou non? Très bien. Alors, ça veut dire le rayon qui va passer. La normale, c'est ça. Est-ce qu'il va s'approcher? Non. Est-ce qu'il va s'éloigner? Oui, donc il va partir comme ça. Et regardez ce qu'il fait. Donc, c'est donc le système optique, il est de quelle nature? C'est quoi un système convergent? C'est quand la lumière arrive, elle va dans ce sens. Et c'est quoi un système divergent? Quand la lumière arrive, elle diverge. Donc c'est un système qui est divergent. Ça, c'est le chapitre 4. On n'est pas là, mais ça vous donne une idée de la complexité des choses. Ça veut dire quoi? Un rayon qui va dans ce sens, il diverge. Mais si je prends un autre rayon qui va dans ce sens,
Est-ce que j'aurai le même rayon? Non. Parce que je n'ai pas le même angle, et donc je n'ai pas le même rayon. Je vais avoir un rayon qui va dans ce sens. Eh bien, regardez, il va dans ce sens, il va dans ce sens. Ça veut dire que le retour dialo, son image, c'est pas la même image. Et dans ce chapitre, nous avons parlé de la correspondance point à point entre l'objet et l'image. Si un point objet ouvre deux rayons qui ont deux images, je n'ai pas ce qu'on appelle le stigmatisme rigoureux pour le point A'. C'est sur vos polycopies. Alors, on va définir le stigmatisme rigoureux comme étant tout simplement